En compagnie des chroniqueurs de la première heure d'Europe 1 Soir, Ophélie Roch, professeur de français, journaliste, et Gilles Boutin, journaliste au Figaro Économie. Bonsoir à tous les deux. On va parler de ce drame absolument sordide, la mort de ce streamer Jean Portmanov. Personnellement, je ne le connaissais pas. Est-ce que vous connaissiez cette personne jusqu'à cette information? Non, honnêtement non. Très vieux et très en décalage avec ces tendances et cette plateforme, effectivement, que je ne connaissais pas non plus. Il était suivi, et ça paraît absolument hallucinant, par plus de 670 000 personnes sur les réseaux sociaux. Il postait régulièrement des vidéos dans lesquelles il se faisait violenter et humilier. Depuis quelques heures, ces vidéos ressortent bien sûr un petit peu partout. Elles sont absolument sordides. C'est très difficile de les regarder. On est avec Vanessa Lalo, qui est psychologue clinicienne libérale spécialisée dans les pratiques numériques et leurs accompagnements. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous ce soir sur Europe 1. Bonsoir. D'abord un mot sur cette personne, sur ce streamer. Je ne sais pas si vous le connaissiez. Je disais, il était particulièrement suivi. Il était suivi notamment pour ses vidéos à caractère violent, des vidéos d'humiliation. Qu'est-ce que ça révèle de la société? Comment est-ce qu'une personne peut être suivie par autant de monde pour de telles vidéos, pour de tels actes? Alors rappelons-nous dans les années 2000 de la série de Jackass, qui étaient des défis violents, dangereux, qui mettaient en scène en fait le spectacle de la souffrance, la culture du spectaculaire. Et c'est exactement ça qu'on retrouve dans malheureusement cette chaîne menée par deux personnes qui humiliaient en permanence deux autres personnes, dont JP comme il s'appelait et Koudou. Et ça vient montrer toute cette espèce de spectacle, la culture du morbide, mine de rien, et qui est quand même aussi un espace de défouloir pour les individus qui regardent. C'est-à-dire que ça nous apporte finalement de l'adrénaline par procuration, ça suscite une sorte d'excitation et de stress de voir quelqu'un qui se fait malmener dans un cadre qui paraît sécurisé. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important pour comprendre vraiment pourquoi les spectateurs sont accros à ce Qu'est-ce que ça veut dire, un cadre qui paraît sécurisé? Et ben comme c'est sur une chaîne et qu'en fait c'est la personne paraît volontaire et que tout semble avec un consentement en fait généralisé, et bien cela nous paraît tout à fait normal. En fait, c'est pas du tout pareil que de voir quelqu'un qui se ferait agresser dans la rue par exemple. Là, il y a cette espèce de chose où la personne est là volontairement. Non, mais on peut dire que la grosse question qu'il faut se poser, c'est le consentement de cette personne qui avait quand même des grandes vulnérabilités psychologiques et potentiellement un handicap. Et puis ce consentement, ce consentement affiché sur ces vidéos publiquement. On parlait de plus de 670 000 personnes, essentiellement des jeunes qui suivent ce type de vidéos. Ce consentement-là, il vient légitimer une certaine violence. Exactement, et puis il y a une espèce de transgression aussi par rapport aux normes de la société qui pousse les personnes à avoir envie de regarder ce genre de choses. Mais c'est pas parce qu'il était suivi par beaucoup de personnes et qu'il recevait de l'argent en échange de toutes ces humiliations qu'il était forcément consentant. Ça, je pense que c'est un point qui est extrêmement important pour comprendre cette situation-là, c'est qu'il y avait quand même une emprise a priori de ces deux acolytes, et c'est pas pour rien qu'ils ont été en garde à vue en janvier 2025, parce que il y avait quand même des soupçons de maltraitance, pas en bande organisée, je sais plus comment ça s'appelait, de violence volontaire en réunion sur personnes vulnérables. Et il s'amusait à se moquer de ses capacités intellectuelles. Et donc la vraie question qu'on doit se poser quand même, c'est pourquoi on ne protège pas les personnes qui sont extrêmement vulnérables et les mineurs qui bien sûr peuvent accéder à ce type de contenu. Et Gilles Boutin. Oui, bonsoir. Précisément sur cette question de la protection des personnes et aussi sur l'atteinte à la dignité, ça ne date pas d'hier. Toute personne qui a fait sa première année de droit connaît l'arrêt de Morsan-sur-Orge du Conseil d'État qui a interdit le lancer de nains. Or, même les personnes dites naines qui participaient étaient consentantes. Là, on a affaire à des personnes dont les facultés de défense et de jugement ont l'air d'être beaucoup plus limitées. Sur l'aspect juridique, comment expliquez-vous qu'il y ait eu une telle inaction? Avez-vous une grille de lecture à ce sujet? Alors bon, je ne suis pas juriste, je ne suis que psychologue, mais je trouve surprenant qu'ils aient été en garde à vue et relâchés sans aucune autre forme sans rien d'autre derrière.
Il y a clairement, ou en tout cas de vérifier quelque chose. Il y a clairement énormément de questions qui se posent autour de cette affaire. Bien évidemment, la responsabilité des plateformes aussi. Dans quelle mesure les plateformes de streaming comme Twitch, TikTok, Kik aussi, que je ne connaissais pas, qui est cette plateforme australienne, d'après ce que j'ai compris. Elle est française. Ah, c'est une plateforme française, C'est une plateforme française, oui. Avec australienne d'origine. D'origine australienne, si. Dans quelle mesure ces plateformes portent-elles une responsabilité dans la diffusion de contenus extrêmes et potentiellement dangereux, Ophélie Roch? Pardon, excusez-moi, j'étais en train de regarder la plateforme en question. Moi, en tant que professeur, alors je ne la connaissais pas, cette plateforme, je ne sais pas depuis combien de temps, en effet, elle a déferlé en masse en France, parce que c'est quand même des chiffres qui sont impressionnants. Mais ce qui, moi, m'effraie et ne me surprend pas presque, c'est que la violence de des vidéos, elles sont atroces, ces vidéos à visionner ou à entendre. C'est indéniable. Par contre, ce manque d'empathie qu'il peut y avoir envers la victime, elle me surprend pas tant que ça, parce que moi, j'ai le sentiment que depuis que les réseaux sociaux affluent, il y a toujours eu de la télé-réalité où on se moquait de quelqu'un. Il y a toujours eu ça. Déjà à mon époque, je me souviens de certains candidats qui étaient un petit peu les souffre-douleurs. Mais là, on a passé un cap, à mon sens, dans la capacité en fait à se plonger dans l'ignominie, et, à ne pas voir en fait le côté humain, tout simplement parce que oui, les vidéos, il y a un côté en fait qui est presque amateur, artisanal, c'est-à-dire que les agresseurs parlent mal, ils parlent comme des jeunes en fait, mais des jeunes pas éduqués. Et j'ai le sentiment que les enfants en fait adhèrent à ces propos-là. Et moi, ce que je voulais poser à votre invité comme question, c'était est-ce qu'il y a des études qui montrent en fait quel ravage à long terme ce genre de vidéo peut occasionner dans l'esprit des plus jeunes? Alors, les seules études qu'on pourrait avoir en lien, ce serait avec les jeux vidéo. Parce que là, ça a été fortement étudié depuis extrêmement longtemps et on sait qu'il n'y a pas de causalité ou de passage à l'acte suite à des jeux vidéo violents. Par contre, ce genre de vidéos-là sont quand même assez récentes, puisque là, maintenant, les spectateurs sont acteurs. C'est-à-dire qu'en donnant de l'argent, en faisant des subs, comme on dit, des subs, en allant s'abonner, en allant faire des dons, en fait, on est acteurs nous-mêmes de quelque chose. Et c'est ça qui vient tout changer. Et du coup, sur ça, on n'a pas 20 ans de recul, si vous voulez, pour savoir si ça pourrait avoir un impact. Les jeux vidéo dont vous faites allusion, les jeux vidéo violents, pour le coup, on commence à avoir un peu de recul. Ces jeux dénotent aussi d'une certaine fascination pour la violence d'une certaine partie de la jeunesse. Pas que la jeunesse, nous sommes humains, il y a toujours une espèce de curiosité morbide quand on voit un accident sur l'autoroute. Nous avons quand même une sorte de sadisme un peu inné chez les humains, donc ça c'est aussi indéniable en fait, qu'on a des pulsions agressives, des pulsions sadiques. Mais là, ce qui est intéressant dans cette situation-là, c'est que cette transgression, elle est presque souhaitée, elle est même souhaitée à travers les donations des spectateurs pour aller maltraiter quelqu'un, comme si, avec la comparaison qu'on pourrait se faire de moi je me laisserai pas malmener comme ça, donc moi je suis plus fort. Et il y a quelque chose comme ça dans la psychologie aussi qui vient nous permettre de nous identifier à quelqu'un de faible. Parce que c'est quand même ce que cette personne semblait être, et cette espèce de désinhibition à travers l'écran qui fait que on va pas vraiment culpabiliser. Moi, j'aimerais qu'on s'interroge encore une fois. Je suis désolé, je me répète, mais sur la responsabilité des plateformes, elle est pointée directement par la ministre chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, Clara Chapaz, qui a réagi sur les réseaux sociaux, qui nous dit que Jean Pormanoff a été humilié, maltraité pendant des mois en direct sur Kik. Une enquête judiciaire est en cours. L'Arcom a été saisie et effectué un signalement, et elle a effectué un signalement également sur Pharos. Elle a contacté les responsables de cette plateforme pour obtenir des explications. La responsabilité des plateformes en ligne sur la diffusion de contenu illicite n'est pas une option, c'est la loi. Ce type de défaillance peut conduire au pire, n'a pas sa place en France, en Europe ni ailleurs. Réaction également de Sarah El Haïry, haute commissaire à l'enfance. Les plateformes ont une responsabilité immense dans la régulation des contenus en ligne afin que nos enfants ne soient pas exposés à des contenus violents. J'appelle les parents à la plus grande vigilance. Gilles Boutin, la responsabilité des plateformes, là-dessus il y a aucun doute, mais la responsabilité aussi de l'Arcom. C'est-à-dire effectivement l'Arcom est saisie aujourd'hui, mais
on n'est pas en train de découvrir, enfin en tous les cas, on imagine que l'Arcom n'est pas en train de découvrir la violence qu'il y a sur ces plateformes et notamment sur Kik. En 2024, une enquête avait été ouverte par Mediapart qui dénonçait un business de la maltraitance organisée autour de ces streams. Et puis plus récemment, en tout début d'année, le parquet de Nice avait déjà ouvert une enquête visant plusieurs streamers proches notamment de cette victime. L'Arcom s'en est vite lavé les mains parce qu'elle avait connaissance effectivement de ces pratiques et elle s'était expliquée en disant que la plateforme en question ne répondait pas tout simplement et de par son extraterritorialité était inatteignable. Ça s'est arrêté là pour l'Arcom. Ensuite, du côté des autorités, elles étaient tout à fait au courant et c'est très étrange que les personnes aient été relâchées et qu'il n'y ait pas une mesure enfin, elles ont été mises en garde à vue. Enfin, les deux streamers tortionnaires, ils n'ont pas été mis sous une procédure de contrôle ou de mise à distance des personnes. Donc, il y a une faillite à tous les étages et je suis surpris. Est-ce que c'est le fait qu'il y ait consentement qui pose problème justement aux autorités? Ça sera à eux de le dire et ça sera une enquête plus approfondie qui permettra de déterminer où sont apparus des biais d'interprétation. Mais ce qui est vraiment très surprenant, c'est que la ministre s'en offusque. Bon, peut-être que à titre personnel, elle découvrait la situation. Son ministère, lui, ne le découvrait pas. Elle saisit l'Arcom, mais pour une enquête, mais c'est surtout sur l'Arcom qu'il faudrait finir par enquêter. Bien sûr. Elle semble être vraiment à la traîne des nouvelles pratiques. Elle n'a pas l'air d'être au courant qu'il y a des myriades de chaînes sur Internet qu'il faut arrêter de regarder uniquement la télévision. C'est ça, parce qu'en fait, ils sont capables de fermer sans raison la première chaîne de la TNT, mais là, en revanche, ils font absolument rien, Ophélie Roch. Non, ils font rien. Après, je sais pas, l'Arcom, en effet, je pense que ce qui est compliqué pour ce dispositif, c'est de venir réglementer ou légiférer sur des plateformes qui, en effet, sont extraterritoriales. C'est-à-dire que je ne sais même pas si l'Arcom est conçu pour pouvoir émettre un jugement qui soit suivi des faits. Parce que combien même l'Arcom dirait, en effet, c'est une honte, arrêtons la diffusion. Comment l'arrêter, en vrai? Une chaîne de télé, faut la couper à la source. On a la capacité, parce qu'on l'a bien vu sur les sites pornographiques, bien sûr. Il y a eu des blocages qui ont été décidés. Il y a quand on veut. Non, mais en fait, quand on veut, on peut. La réalité, c'est que quand on veut, on peut. Oui et non, parce que moi j'ai envie de vous dire, beaucoup de jeunes ne regardent pas ces choses-là directement depuis leur ordinateur ou leur portable. Beaucoup passent par un VPN. Donc non, ça, mais d'accord. Vous voyez, c'est comme la drogue. Mais le problème, c'est que dans les faits, ça change. Toujours est-il que pour le moment, ce sont des plateformes qui sont accessibles directement par n'importe qui. Elles sont accessibles. C'est vrai que. Et encore une fois, effectivement, comme vient de le dire Gilles Boutin, il y a plusieurs sites pornographiques qui ne sont plus aujourd'hui accessibles depuis la France. Écoutez, moi je les vois les jeunes faire. Donc pour moi, quand on dit un site inaccessible, ça me fait doucement rire parce qu'en vrai, ils ont tous un VPN. Quasiment tous. Et il suffit de passer par là pour que ça vous débride Internet. C'est comme si vous vous connectez en fait faussement depuis un pays étranger, là où l'Arcom n'a pas moyen à légiférer. Donc je suis un petit peu sceptique. Après, bien sûr que ça va limiter le fait que si l'Arcom en effet arrive à faire fermer cette chaîne, ça va limiter un certain nombre de vues, mais ça va pas les empêcher entièrement. Vanessa Lalo, est-ce que selon vous ce drame aurait pu être évité ? Question extrêmement complexe, mais effectivement, on aurait peut-être pu se saisir un petit peu plus gravement de cette situation quand elle a été dénoncée par Mediapart fin 2024, parce que c'est quand même pas normal qu'on laisse faire ce degré de violence devant des spectateurs, que ce soit autant suivi, et que quand même cette question de la vulnérabilité de la personne décédée n'aurait pas dû être évacuée comme ça. Mais en tout cas, pour revenir sur la question de Kik en tant que tel et des régulations, ce qui est quand même compliqué, c'est qu'il y a un règlement européen et qu'on ne peut pas couper comme ça la source, que ce soit dans notre pays ou hébergé ailleurs. Et pourquoi est-ce qu'on y arrive justement, on l'évoquait il y a quelques instants, pourquoi est-ce qu'on y arrive avec les sites pornographiques et on n'y arrive pas avec des plateformes comme Kik ? Parce que justement, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que en fait, la question des réseaux sociaux et de leur éditorialisation, est-ce que ce sont des hébergeurs de contenu ou des médias avec un édito. Et ça, c'est la grande question qui se pose depuis très longtemps, parce que quand on a eu les problématiques avec Facebook lors de la première élection de Trump et tout un tas d'autres soucis sur d'autres plateformes, cette question est toujours revenue comme une sorte de running gag qui n'est jamais traitée finalement, parce que on n'arrive pas à savoir quelle est la position que l'on doit donner à ces plateformes. Est-ce qu'ils sont responsables des contenus qu'ils hébergent, mais auquel cas ça voudrait dire que ce sont des médias, ou
est-ce que ce sont de simples hébergeurs de contenu, et auquel cas, finalement, on se demande bien comment on pourrait légiférer sur quelque chose. Oui, Gilles Boutin, dernière question. Oui, et au niveau sociétal, avez-vous une idée de la façon dont il faudrait procéder pour sensibiliser un maximum, notamment dans la jeune génération, pour qu'ils n'aillent pas consulter ce genre de vidéos? Alors ça, c'est tout bonnement impossible, puisque il y a quand même des rites d'initiation et des rites de passage à l'adolescence qui font qu'on cherche quand même l'extrême, on cherche à se faire peur, on cherche des contenus qui vont être plus ou moins toxiques. Donc ça, c'est une première réalité de base. Les mineurs, ce sera difficile de les empêcher d'aller voir un certain nombre de contenus. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est proposer de la contre-culture, de faire des contre-propositions avec des personnes qui sont bienveillantes, qui proposent des contenus qui sont chouettes, avec des médias qui sont plus positifs. Proposer des alternatives, déjà, c'est une manière de les guider dans leur pratique numérique, parce que sinon, on sait très bien qu'ils vont se montrer des contenus entre eux, que ça va passer par Telegram et d'autres choses qu'on ne maîtrise pas et sur lesquelles on ne peut pas vraiment aller s'infiltrer, nous, adultes, où il se passe des choses qui sont terribles. Donc ça a toujours existé, ces plateformes, et de toute façon, si on bannit celle-là, ça apparaîtra sur une autre, et c'est exactement ce qu'on voit avec les sites porno. Vous parliez de ça tout à l'heure, mais c'est exactement la même chose qu'on voit. Par contre, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que le numérique, c'est un reflet quand même, et un miroir de notre société. Et notre société est quand même assez toxique sur un certain nombre de points. Et notamment sur la violence. La question, pourquoi on a besoin d'Internet pour se défouler? Parce que c'est pas parce qu'il y a Internet qu'on se défoule. Il y a aussi une problématique causale dans notre société qui fait que ça va pas très bien. Merci beaucoup Vanessa Lalo d'avoir été avec nous, psychologue clinicienne libérale spécialisée dans les pratiques numériques et leurs accompagnements. Dans un instant, on va parler de Gérald Darmanin qui entend renforcer la lutte contre les unions frauduleuses. Ce sera juste après le journal permanent. Il est 19h31 sur Europe 1.